Bonjour et bienvenue dans Vivre FM, c'est vous, votre rendez-vous quotidien, santé, société. Chaque jour, on aborde un sujet qui vous concerne. Et aujourd'hui, sujet ô combien difficile, absent quasiment tout le temps des antennes. Nous allons parler de l'inceste, un sujet tabou que nous allons aborder à travers le témoignage d'Isabelle Aubry, notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour parler de cela. Dans quelques instants, on reviendra sur les premiers épisodes, les épisodes douloureux de votre enfance, lorsque votre père a abusé de vous. La première fois, vous aviez 6 ans. L'enfer au quotidien, lorsque votre père vous obligeait à tout. Ainsi que l'aide salutaire d'une voisine, Françoise, on en reparlera. En seconde partie d'émission, on revient sur la condamnation très faible de votre père, du combat judiciaire qui a été le vôtre. Faut-il changer la loi? Une question incontournable. Et en fin d'émission, comment trouver du soutien? On écoutera le témoignage de Magali Escal de l'association Ivy qui nous parlera des groupes de parole. Et comme chaque jour, avant de se séparer, on passe en revue les idées reçues et vos questions posées sur le www.vivrefm.com, rubrique émission, et Vivre FM, c'est vous. La première fois, j'avais 6 ans. C'est le titre de votre livre paru chez O Éditions, Isabelle Aubry. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est plus un cri? C'est une solution pour vous? C'est un acte militant en fait. Pour parler de l'inceste, pour rentrer dans les foyers et pour médiatiser le sujet afin que nos politiques s'y intéressent, il fallait écrire un livre chez un éditeur qui donne les moyens. O Éditions est ce type d'éditeur et je l'ai fait pour ça uniquement. Alors je vous cache pas que pour nous, pour l'équipe, ça n'a pas été facile à lire. Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est pas simple de lire et d'entrer dans ce sujet. Eh bien, figurez-vous que ça a été très dur à relire pour moi aussi. Oui. Mais bon, parce que a priori, j'aime pas raconter mon histoire. Là, je l'ai vraiment fait pour la cause. Et pourtant, on a pris le parti de pas rentrer dans des détails sordides, c'est pas nécessaire, mais surtout de bien montrer aux gens comment ça fonctionne dans la tête de l'enfant, comment s'y prend l'agresseur, après les conséquences que ça a, comment fonctionne la justice. Voilà, c'est-à-dire ancrer les choses dans la réalité. C'est très simple pour nous de concevoir le fait que c'est pas normal, mais finalement pour vous, c'était votre réalité. Absolument, jusqu'à mes 13 ans et demi, c'était mon quotidien. J'ai réalisé à 13 ans que c'était pas normal en voyant un couple s'embrasser à la télévision et mon père est venu m'embrasser de la même manière et là j'ai réalisé, je me suis dit eux ils sont adultes, moi je suis une enfant, puis lui c'est mon père, il y a quelque chose qui va pas. Il a fallu beaucoup de temps pour écrire ce livre, pour vous apercevoir aussi du caractère anormal de votre vie. Ça a été un cheminement. En fait. À partir de là, oui, disons que l'inceste a cette particularité qu'elle nous plonge dans un isolement assez indescriptible. C'est une vie dans le désert. C'est quelque chose dont on parle pas aux autres. C'est quelque chose dont la famille ne vous parle pas. Même une fois déclaré, on ne m'en parlait pas. Donc j'étais seule avec cette souffrance, sans savoir comment l'aborder, ni la traiter en fait. L'écrire dans un livre, c'est rompre le silence alors. Oui. C'est pas la première fois certainement que vous en parlez, mais peut-être autant, peut-être. C'est la première fois que vous en parlez autant. Non, j'ai fait je fais des thérapies depuis que j'ai 23 ans, j'en ai quand même 20 ans, voilà. Donc parler, raconter ma vie, c'est pas difficile, surtout que j'arrive bien à me dissocier. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on est victime de ce genre de crime, c'est qu'on se coupe en deux. Et on met le corps quelque part, l'esprit autre part, et puis quand je racontais ma vie à Véronique Mougin pour qu'elle l'écrive, c'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre. En revanche, au moment de le relire, là, je me suis dit, zut, là, c'est moi, quoi. Et là, c'est plus difficile. Oui. Le titre du livre, c'est La première fois, j'avais 6 ans. Alors, c'est vrai que ça a commencé à 6 ans, mais avant, est-ce qu'il y avait déjà une atmosphère anormale? Vous racontez notamment qu'il n'y avait pas d'intimité chez vous. Oui, alors c'était la famille incestueuse type, c'est-à-dire l'intimité n'existe pas. Enfin, elle est l'intimité au niveau de l'espace déjà. Mon père avait abattu les murs, sa chambre était dans le salon. Quand il allait aux toilettes, il laissait la porte ouverte, il se baladait nu, il faisait l'amour devant moi.
Voilà, c'était c'est une atmosphère déjà une qui était installée. atmosphère, oui, où il n'y a pas de respect, même de la pudeur de l'autre. Voilà, et c'est souvent comme ça dans les familles incestueuses. Donc, en fait, il n'y a pas de limite, mais il y a des limites nulle part, ni dans l'espace, ni dans le respect de l'autre, ni dans la sexualité. Voilà. Et vous racontez la première fois, donc à 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ça a commencé. Alors, ça a commencé dans le bain. Mon père a prétexté un jeu. C'est d'ailleurs souvent comme ça que se prennent les agresseurs. Ils utilisent le jeu. Tiens, touche mon zizi, ou voilà. Puis l'enfant, lui, il se doute pas, il le fait, et c'est comme ça que ça démarre. Et après, il consolide en disant bon, faut pas répéter ça. C'est notre petit secret. Voilà. C'est ce que je disais. C'est notre secret, faut pas le dire, sinon ta mère va m'envoyer en prison. Ou alors d'autres agresseurs donnent des cadeaux. Hein, Pour en quelque sorte compenser. Voilà, c'est encore plus culpabilisant parce que on a l'impression d'être rentré dans un deal auquel on a. Dès cet instant, dès la première fois, vous vous êtes aperçu que c'était pas normal, ou finalement c'était juste une petite confusion? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais en état de sidération. C'est ce qu'on appelle le déni. Alors le déni, c'est un phénomène de protection qui fait que, en fait, d'abord on se clive, on se coupe en deux, et ensuite on met de côté ce qui vient de nous arriver, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Et ça peut même, ça a été prouvé scientifiquement, ça peut même aller jusqu'à l'oubli total des faits. Et d'ailleurs, on voit des victimes chez qui les faits réapparaissent 30 ans, 40 ans plus tard. Il y a quand même un mal-être chez ces gens-là, mais voilà. Mais on se rappelle plus. Il y aura des symptômes, mais et on a, en fait, sur notre site à IVI, on a une rubrique inceste sans souvenir. C'est-à-dire que les gens ont tous les symptômes, mais ils ont aucun souvenir. Ils ont même pas des flashs. Alors après le déni, parfois il y a la phase de colère. Et pour vous, c'est peut-être, vous allez me le dire, à 9 ans, lorsque vous étiez à la plage et que votre père a essayé de vous toucher, et là vous avez nagé, vous ne vouliez pas que ça arrive. Oui, et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, laisse-moi, sinon je dis tout à maman. Alors, c'était un peu la première fois que vous disiez ça, finalement. Ah bah complètement. Je sais pas pourquoi j'étais en colère, et ça lui a fait peur. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a marché à merveille au début. Absolument, parce que il n'a pas recommencé pendant plusieurs années. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il avait conscience de ce qu'il faisait. Il n'était pas malade, il n'était pas fou. Il savait qu'il transgressait une loi. Voilà. Ça, je tiens bien à le... Ça serait trop simple, ce serait un peu simple que de dire qu'il est fou. Bah oui. Je crois, oui. Alors votre maman, puisque par la suite vos parents sont séparés, elle n'a vraiment jamais rien vu, elle ne s'est aperçue de rien. Bah, écoutez, c'est ce qu'elle dit. Moi, j'ai beaucoup de mal à la croire. Et à chaque fois qu'on en a parlé, elle m'a répété qu'elle ne savait rien. Bien. Donc voilà. Mes parents se sont séparés, mais je suis restée avec ma mère au départ, qui ne s'occupait pas de moi. Donc mon père, lui, il avait reconstruit une famille de l'autre côté, avec une femme, les enfants, etc. Il m'a dit de venir. Et moi, j'avais mis de côté tout ce qui s'était passé avant. Je l'avais oublié. Oui. Donc j'ai voulu retourner chez mon père. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a recommencé et c'est encore plus terrible, là. Et ben là, en fait, la femme avec qui il était est partie au bout de 6 mois, parce que les femmes restaient pas longtemps avec mon père. Et donc, je me suis retrouvée seule avec lui. Et là, effectivement, là, ça a été des viols, plus après la prostitution, dans des réseaux d'adultes, la nuit. Pendant presque 2 ans à peu près. Est-ce que pendant cette période, c'est une question un peu délicate, est-ce que vous aimiez votre père? Est-ce que ça vous aurait embêté, par exemple, qu'il se fasse arrêter ou qu'il soit tenu responsable de ça, par exemple? Oui, j'aimais mon père. Ce que j'aimais pas, c'est ce qu'il me faisait. Ou c'est ce qu'il m'obligeait à faire, mais j'aimais mon père.
Alors ça, c'est très difficile à comprendre, mais j'ai revu mon père, par exemple, après sa sortie de prison, en espérant avoir un père. Oui, c'était pas, vous n'aviez pas renoncé à cette envie. C'est difficile pour tout un chacun si je vous dis demain, faites une croix sur votre père ou sur votre mère. C'est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Même si ce sont des gens presque monstrueux, enfin, et encore, vous avez pas envie. Vous préférez encore avoir des gens monstrueux que ne plus en avoir. C'est dur à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. C'est presque un autre sujet et presque un autre problème, mais votre maman, effectivement, vous ignorez pas mal. Vous dites que vous étiez un objet encombrant pour votre mère, un objet de désir pour votre père, c'est à peu près ça. Oui. Ça veut dire, elle vous donnait de l'argent, par exemple, pour que vous alliez chez le médecin vous-même, des choses comme ça. Oui. C'est aussi pire, c'est un problème en plus, ou finalement ça faisait un tout qui faisait que vous vous sentiez très mal? Mais je pense que d'abord, si c'est arrivé, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que mes parents avaient tous les deux un profil qui a fait que voilà, l'inceste a pu arriver. Ma mère ne me désirait pas. J'étais un accident. Il n'y avait pas la pilule à l'époque. Et je pense que j'ai plutôt été un fardeau pour elle qu'autre chose. Et elle s'est pas gênée pour me traiter comme un fardeau. Donc c'est pas drôle parce que moi j'ai sans cesse cherché l'amour de ma mère et je ne recevais pas. Le seul qui m'en donnait malheureusement c'était mon père. Oui. Alors il le donnait mal. Mais pour vous c'était ça l'amour, ça devait voilà. être ça. Oui voilà. Et alors justement ça provoque pas mal de confusion. Vous avez eu en quelque sorte un premier coup de foudre que vous racontez dans le livre pour un homme quand même plus âgé de 40 ans qui était papa d'enfants, je crois. Oui. Vous avez voulu lui dire que vous l'aimiez, mais à votre façon. Oui, en fait, je crois que dans cette démarche, avec le recul, je l'aimais comme une folle, mais le jour où je lui ai proposé d'avoir une relation sexuelle avec lui, parce que c'était mon langage, je ne connaissais que ce langage, moi, et qui m'a dit oui, pour me mettre au défi, je ne l'ai pas fait. En fait, ce que je cherchais, tout simplement, c'était de l'amour. Oui. Voilà, je cherchais de l'amour. Que vous ne saviez pas comment demander, finalement. Si, par le sexe. Voilà, c'est ce que j'avais appris, c'est-à-dire donne ton corps et tu auras de l'amour. D'ailleurs, il y a un célèbre psy qui a écrit un article très connu sur le sujet qui s'appelle La confusion des langues. Et il s'appelle Ferenczi. C'est un disciple de Freud, je crois. Et où il explique très bien la problématique de l'inceste, c'est-à-dire que l'enfant, lui, même s'il est séducteur, il demande de l'amour, de la tendresse, et l'adulte, lui, répond par du sexe. Et voilà, il y a problème là. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. On va marquer une première pause, Isabelle Aubry. Dans quelques instants, on parlera d'une aide salutaire de la part d'une voisine qui vous a aidé en quelque sorte vers le chemin de la délivrance. On parlera aussi du combat judiciaire. Et en fin d'émission, on donnera des solutions, comment trouver du soutien. Et on analysera vos idées reçues et vos questions. À tout de suite dans Vivre FM, c'est vous. Isabelle Aubry est avec nous aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. La première fois, j'avais 6 ans. C'est le titre de votre livre paru chez O Éditions qui parle d'inceste. On a choisi, et grâce à vous, de parler d'inceste aujourd'hui dans cette émission. Alors, on a traversé les épisodes les plus difficiles de votre vie. Et puis, premier petit coup de pouce positif, j'ai envie de dire, est venu d'une voisine. Alors oui, j'avais une voisine adulte, une femme mariée que je voyais beaucoup et j'allais me réfugier chez elle et je lui disais tout le temps que j'en avais marre, que ça allait pas, mais je n'en disais pas plus et un jour en fait elle s'est doutée de quelque chose. Elle m'a questionnée et longuement, précisément, parce que si on veut qu'un enfant parle, il faut être précis. Et elle m'a obtenu la vérité, c'est-à-dire que ce que me faisait mon père. Mais moi, je lui ai demandé de ne rien dire. Pourquoi vous lui avez demandé ça? Parce que j'avais très peur de mon père. Mon père était quelqu'un de violent. J'avais tout simplement peur qu'il me tue. D'accord. Voilà. Et elle-même, elle était pas très rassurée par lui, donc.
Donc, alors en tout cas, son premier réflexe a été de vous prendre chez elle le plus souvent possible. oui, et au moment où je suis partie pour retourner chez ma mère, quand elle m'a vu partir, là, elle a saisi l'opportunité, en fait, et elle a contacté ma mère pour lui révéler toute l'histoire. Alors la réaction de votre mère, puisque elle avait dit qu'elle ne savait pas, vous avez dit qu'elle ne saviez pas tout ça, donc elle est tombée des nues ou pas? Oui, apparemment, elle a pas voulu le croire au départ, et puis finalement, elle l'a cru. Elle est venue après me voir, m'a demandé si c'était vrai. J'ai dit oui, et elle m'a emmenée au commissariat. Et là donc tout a été dit. Et c'est tout ce qu'il y a eu comme Il a fallu que vous échange racontiez ces entre choses-là. entre ma mère et moi. C'est ça qui est vraiment grave, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a eu comme échange là sur l'inceste entre ma mère et moi. Mhm. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, on va au commissariat. Ça s'est arrêté là. Oui, après on n'en a plus jamais reparlé. Par contre, au commissariat, on vous a peut-être demandé des détails. Alors oui, c'était un peu des choses 4 honteuses pour vous. 4 heures D'interrogatoire. Juste un petit mot sur le fait, est-ce que ces policiers s'y sont bien pris? Est-ce que vous avez senti en sécurité? Oui, ceux-là, oui. Ceux de Maison Alfort, à l'époque où j'habitais, oui, très bien. Je sais que j'ai pas arrêté de pleurer, et voilà, et j'ai su que le lendemain matin, mon père devait venir me chercher pour m'emmener en pension, et ils l'ont arrêté au bas de l'immeuble. Mmh. Ça a été très vite. Une perquisition a très rapidement été faite. Donc ils ont trouvé les vêtements qu'ils me faisaient porter, le maquillage, les sous-vêtements, des photos porno, les carnets où ils notaient. Les rendez-vous. Oui. C'était assez clair finalement. Oui, puis il a avoué. Mmh. Il a avoué, oui. Alors donc il y a eu un procès. Voilà. Comment ça s'est terminé? Quelle a été la peine qu'a eu votre père? Il a eu 6 ans. 6 ans de prison. Il en a fait 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qu'il a fait, il aurait dû être jugé aux assises. Mmh. Mais que, comme je n'avais pas dit non, et donc j'étais présumée consentante, eh bien, ça a été déqualifié et il a été jugé en correctionnel. Donc il a pris beaucoup moins que ce qu'il aurait dû prendre. Votre père s'est retrouvé délinquant et non criminel. Il a été coupable d'un délit. Tout à fait. Comment on a pu vous dire que vous étiez consentante? C'est peut-être la confusion du vocabulaire juridique, ou alors l'avocat de votre père qui s'est servi de ça? Absolument pas, parce que ça arrive encore aujourd'hui, tous les jours, à beaucoup d'enfants, à des centaines, à des milliers d'enfants. Ou d'ados, de jeunes, ou même d'adultes qui portent leur affaire en justice. C'est tout simple. Un viol, c'est pas seulement une pénétration. C'est une pénétration avec non-consentement de la victime. Donc, l'instructeur, le magistrat, il est obligé de savoir si la victime était d'accord ou pas. Donc, il lui demande, est-ce que vous étiez consentant? On m'a demandé, moi. Est-ce que j'étais consentante? Je dis, je sais pas. Est-ce que tu as dit non? Non, j'ai pas dit non. On dit pas non à son père, hein? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc t'étais consentante, donc c'est pas un viol. Vous avez finalement c'est le viol physique qui est jugé, et pas du tout la manipulation morale. Absolument. Alors là, vous avez tout compris, et c'est pourquoi on veut, on milite pour créer un crime d'inceste spécifique qui tient compte de tous ces aspects psychiques, parce que l'inceste est aussi un meurtre psychique, et de toute cette dépendance et de ce fonctionnement lié aux relations par le sang, en fait. C'est pareil si l'inceste se passe entre un frère et une sœur, ou un oncle et un cousin, et un neveu. C'est la particularité de l'inceste, et dans notre loi, elle n'est pas prévue aujourd'hui. Le mot n'est tout simplement inscrit nulle part? Non, il n'y a pas le mot inceste dans le code pénal. Alors, on sait pourtant que, et malheureusement, dans les cours d'assises, la majorité des affaires, c'est souvent des affaires sexuelles, des viols par ascendant, précisément, par des membres de la famille. Oui. Et c'est parce que nos cours d'assises sont complètement engorgés par ce type d'affaires
que la majeure partie d'entre elles sont déqualifiées et vont en correctionnel. Par exemple, tout ce pour qui accélérer est les choses. oui, tout accélérer les choses, oui, pour pouvoir simplement les juger. Par exemple, tout ce qui est fellation imposée, que ce soit des garçons ou des filles, hein, eh bien, la plupart du temps, c'est déqualifié, alors que c'est un viol. Alors vous avez posé ce problème de la manipulation morale. C'est ce qu'on entend parfois. Les enfants prennent du plaisir. Est-ce qu'on, ça c'est une question un peu dérangeante, mais est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il y a un certain plaisir, même si il s'agit d'un crime de la part de la personne qui oblige l'enfant à faire ça? Ben, ça peut arriver, bien sûr, mais ça c'est comment dire, toute stimulation. Enfin, un enfant, enfin ça dépend à quel âge, hein, mais je vais dire 12, 13 ans, enfin quand il commence à être pubère, etc. S'il y a une stimulation, il peut tout à fait répondre à cette stimulation, surtout si elle est pas faite avec violence. Hein. Un enfant peut en quelque sorte se prendre au jeu. Bah non, c'est quelque chose qui va le surprendre, ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Bon, et après, par contre, ça va lui générer une culpabilité supplémentaire. Mais ça va toujours avec. Ouais. Alors pour que la loi s'adapte mieux à ça, à cette réalité complexe, la première étape, ce serait peut-être juste de briser le tabou. Oui, pour moi, ce serait d'inscrire l'inceste dans le code pénal, parce qu'on peut pas lutter contre un tabou sans commencer par le nommer. Il faudrait aussi que notre gouvernement se rende compte de l'ampleur de ce fléau. Je vais vous citer un chiffre, hein, un seul, qui vient de l'OMS. 29% des garçons et 36% des filles avant 18 ans sont victimes de violences sexuelles. Ça, c'est dans le monde, mais c'est une réalité. C'est une étude qui a été faite en Suisse. Donc, qui, par rapport à la France, c'est pas un pays à haut risque, hein. Voilà. Là-dessus, c'est qu'il y a 80% d'inceste, mais j'aimerais aussi quand même dire que les personnes les enfants qui souffrent d'un handicap sont 3 fois plus victimes que les autres enfants. Ils sont plus faibles, donc ils sont plus facilement la proie des prédateurs sexuels. Alors justement, est-ce qu'il y a un profil de la victime? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables? Vous avez dit les personnes handicapées pour des raisons qu'on comprend bien, mais oui. Même des profils psychologiques, des personnes plus vulnérables, est-ce que ça arrive plus dans certaines familles que dans d'autres? Ça arrive dans toutes les familles, enfin au niveau socio-culturel, socio-professionnel, tout le monde est représenté. C'est pas que pour les familles pauvres où il y a de l'alcoolisme, comme on pourrait le croire. Non. Alors là, nous, on le voit même avec nos membres. Il y a vraiment tous les niveaux. Hein. Et dans les études qui ont été faites à l'étranger, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est une idée reçue à balayer tout de suite. Hein. C'est pas seulement dans les provinces, dans les campagnes. Ça facilite la vie de penser ça, mais c'est pas vrai. Oui. Alors, on donnera des clés dans la dernière partie pour trouver du soutien, notamment grâce aux associations, aux groupes de parole. D'abord, pour terminer sur votre histoire, Isabelle Aubry, comment vous en êtes sortie aujourd'hui? Vous avez une famille? Oui. Alors, ça a été simple d'arriver à ça? Plus dur que pour les autres? Ah oui. Oui. Je dirais pas que c'est le chemin de croix, mais presque. C'est-à-dire. Oui, on part. Moi, je suis partie à l'adolescence avec d'énormes handicaps. C'est-à-dire que je souffrais d'anorexie, de boulimie, j'avais des conduites suicidaires, toxicomane. Peu de temps après, je me suis prostituée. Donc, j'arrêtais pas en fait de mettre ma vie en danger, et je ne pouvais pas maîtriser ça. Donc, j'ai dû apprendre. Et donc à 23 ans, j'ai commencé en thérapie et j'ai pas arrêté depuis. C'est-à-dire que je suis toujours en reconstruction. Et au début, je croyais que ça me prendrait 2 secondes en claquant des doigts à 20 ans de me remettre sur mes pattes. Voilà, je me remets sur mes pattes et je cours. Hein. Pas du tout, parce que quand j'en avais fini avec un problème, j'en avais un autre qui me tombait sur la figure. J'enchaînais comme ça les conséquences. Et ce qui fait que aujourd'hui je suis en invalidité, c'est-à-dire
J'ai certaines fonctions que je ne peux plus, je peux plus travailler, par exemple. Mais vous n'êtes pas adapté à la vie telle qu'elle est. Non. Est-ce que ça a été facile de faire confiance à nouveau à un homme? Oui, j'avais confiance dans les hommes, mais confiance au point de me marier et de vivre avec, il m'a quand même fallu attendre mes 37 ans. Voilà. J'ai eu mon fils à 24 ans et puis mon mari, j'ai rencontré, j'avais 37 ans. Et donc maintenant, on est une famille. Ça a été dur à construire, mais vraiment très dur, mais c'était une priorité. Une nouvelle pause, Isabelle Aubry, dans quelques instants. Trouver du soutien, on parlera notamment de l'AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste, et les groupes de parole qui peuvent aider, les thérapies aussi, vous l'avez dit. Et on terminera avec vos idées reçues. À tout de suite dans Vivre FM, c'est vous. Isabelle Aubry est avec nous. La première fois j'avais 6 ans, c'est le titre de son livre paru chez O Éditions. On parle d'inceste aujourd'hui grâce à vous, grâce à votre histoire et à votre combat aussi. Comment trouver du soutien, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Vous avez dit donc qu'il y avait des enfants qui étaient victimes. Vous-même, vous avez maintenant des enfants. Est-ce que ça a été facile de boucler cette boucle et est-ce que vous sentez plus responsable de protéger vos enfants? Alors pour moi, ça a carrément été une inquiétude, c'est-à-dire que j'ai pas fait de psychose par rapport à mon fils, mais je l'ai bien, mais j'ai pas arrêté de le briefer, c'est-à-dire que un petit peu de paranoïa, on va dire, gentiment. Si quelqu'un te dit qu'il va t'emmener voir maman à l'hôpital, tu montes pas dans la voiture, Vous avez adapté l'attitude inverse, c'est-à-dire une extrême pudeur en toutes circonstances à la maison. Oui. C'est-à-dire que j'étais très attentive, par exemple, à la naissance de la pudeur chez mon fils, qui est arrivé vers les 7 ans à peu près. Et à partir de ce moment-là, il voulait plus qu'on le voie. Il prenait son bain tout seul, il se débrouillait tout seul, et je l'ai jamais revu nu depuis. Il a 20 ans. Mmh. Donc, il est assez pudique, donc je le respecte, voilà. Et c'est pareil dans l'autre sens. Lui, il veut pas me voir nu. Alors c'est peut-être moi qui ai transmis un peu mon angoisse, voilà, mais bon, les choses sont bien limitées. Vous pensez qu'il y a d'autres conséquences entre guillemets dans votre vie et votre famille maintenant? Ça peut être dans les comportements, dans les relations. Ça peut être l'inverse, on l'a vu avec la pudeur, une attitude complètement opposée. Rien de dramatique. Non, Non, c'est que ça pourrait être comme dans une autre famille. Non, rien d'excessif. Alors vous avez parlé de votre façon de vous en sortir. On va parler maintenant des groupes de parole et on va écouter Magali Escal. Elle est de l'association AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste. Elle propose des groupes de parole à propos de l'inceste. Comment ces groupes peuvent-ils aider et faire du bien? La réponse de Magali Escal. Les gens qui participent à ces groupes de parole sont des victimes d'inceste ou des proches des victimes en général. Bon, ils font une recherche sur Internet, tombent sur notre site, font toute une démarche en fait de rencontrer d'autres personnes ayant vécu la même chose et en tombant sur notre site voient les groupes de parole et la possibilité d'y participer. Et donc ils nous envoient un mail et ensuite on leur confirme leur venue. Comme ce ne sont pas des groupes thérapeutiques, on va pas parler de séances en fait. Ce sont des groupes thématiques dont l'objectif est de partager donc l'expérience des survivants et des proches concernant des thèmes prédéfinis autour de l'inceste et de communiquer cette expérience aux autres victimes, aux professionnels concernés. On enregistre les séances pour pouvoir cumuler des témoignages de victimes et de proches afin de pouvoir ensuite faire des livrets sur des thèmes différents. On en a déjà fait un sur annoncer l'inceste à son entourage. Ça peut être inceste et parentalité, vivre en couple après l'inceste, gérer ses relations familiales, vous voyez tout un tas de thèmes comme ça. Chacun s'exprime, en fait, il y a des questions et chacun s'exprime sur son histoire autour de ces questions, en fait. Et vous, quel est votre rôle ? Alors moi, mon rôle, c'est un rôle d'organisation, donc c'est moi qui vais gérer les inscriptions, qui vient pas, à partir de quelle limite on n'accepte plus les gens. Puis enfin, lors de ces groupes, il y a des modérateurs
Donc c'est une personne qui s'assure que parce qu'il y a des règles très précises de déroulement du groupe, que les règles sont bien respectées. Donc mon rôle, ça peut être aussi de former d'autres modérateurs. Vous dites que ce n'est pas thérapeutique, mais ça permet quand même d'aller mieux, de pouvoir exprimer le ressenti. Oui, c'est certain. La parole fait toujours du bien. Donc en fin de compte, de rencontrer d'autres victimes, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de pouvoir partager, d'enfin pouvoir être face à des gens à qui on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est l'inceste et quelles conséquences ça a encore sur sa vie d'adulte, ça fait un bien fou, effectivement. C'est déjà aller mieux, même si les premières fois où on peut en parler, donc dans ce qu'on appelle le mécanisme de sortie du déni, où enfin tout ça, on se met à accepter de retravailler, de revoir un certain nombre d'émotions et parfois un peu violentes, mais à l'arrivée, on va mieux. Est-ce que pour vous, c'est encore tabou aujourd'hui? Oh oui. Ça reste très très tabou. C'est-à-dire que les gens et même les médias acceptent de parler de pédophilie, mais ne mettent rarement le mot d'inceste derrière. Même lorsqu'il s'agit d'inceste, quand on voit passer dans les journaux des articles où il y a une action en justice contre un grand-père, il va y avoir le mot de pédophilie, on peut lire tout l'article de journal et à la fin il n'y aura jamais mentionné le nom d'inceste, alors qu'il s'agit de pédophilie incestueuse, puisque clairement c'est le grand-père qui a agressé les filles, le petit-fils, pas d'une pédophilie extérieure, quoi. Voilà, le témoignage est recueilli par Vincent Geoffroy. Magali Esca qui termine donc sur le tabou, y compris de partout dans la société, dans les médias aussi. Est-ce que justement ces groupes de parole, c'est un petit peu le seul lieu où on peut en parler? Non, on peut en parler à son psy. On peut en parler. On peut en parler de diverses manières en fait. On peut en parler à travers d'autres outils de médiation, comme par exemple l'art-thérapie. Et par exemple à Sainte-Anne, il y a beaucoup d'ateliers d'art-thérapie, danse-thérapie, musicothérapie, théâtre, moulage. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, j'en oublie. Atelier d'écriture aussi, atelier d'écriture. Oui, bien sûr. On peut en parler. En fait, chacun peut avoir sa manière, même inventer sa manière. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a rien d'écrit. Et chacun, pour se soigner, fera son chemin à sa manière, en utilisant ses outils. Moi, c'est à 35 ans que j'ai découvert les groupes de parole. À 20 ans, on m'aurait proposé ça, j'aurais rigolé. Mais alors, à 35 ans, ça m'a fait un électrochoc. Il y a un petit peu une caricature du groupe de parole, enfin une image qu'on a dans la tête. Mais être avec des gens qui ont vécu la même chose, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Comment se passe la première fois où l'on va à un de ces groupes de parole? Alors pour moi, c'était les groupes où je suis allée, c'était les survivants de l'inceste anonyme. Et qui sont issus un petit peu pas un petit peu, ils sont issus des alcooliques anonymes. C'est le même principe en fait de programme de rétablissement. Et j'ai déjà la première chose qu'on doit faire, c'est dire voilà, je m'appelle un tel et je m'appelle Isabelle et je suis survivante de l'inceste. C'était la première fois de ma vie que je le disais à 35 ans. Et ensuite, c'est d'écouter surtout les autres et donc dont on s'identifie. Et quand on les entend dire des choses que l'on vit tous les jours, on se dit mon Dieu, mais c'est formidable, je suis pas folle. Voilà, c'est ça. Et là, cette solitude dont je vous parlais tout à l'heure, ce désert qui est notre vie, tout d'un coup, se transforme un peu en oasis. Pour donner une belle image, avec d'autres personnes avec qui on peut avoir une vraie communication sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe pendant ces groupes de parole? On pleure, on rit, ça peut être un peu violent par moments, on peut se créer des amitiés, il y a tout ça? Tout ça, oui. Alors, les groupes de parole que l'on fait à IVI sont, donc comme elle l'a dit, ne sont pas thérapeutiques. Mais il faut pas se voiler la face. Rien que le fait de se rencontrer, d'entendre les autres, ça a un effet thérapeutique. Donc, ça fait du bien. Après, on fait un pot, on discute d'autres choses, si on a envie.
Et après, chacun fait ce qu'il veut, en fait. On est libre. On peut aussi revenir ou choisir de ne pas revenir. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut voir dans ces groupes, c'est que les gens viennent pour apporter leurs paroles expertes. C'est eux qui viennent aider. Ils viennent aider d'autres victimes ou des professionnels en apportant leur expérience qui va être publiée. Parce qu'on considère que vraiment ceux qui connaissent le mieux l'inceste, c'est quand même ceux qui l'ont vécu, quoi. Voilà. Donc du coup, on a des contenus extrêmement riches qui nous permettent de faire des bouquins qu'on trouvera pas ailleurs, quoi. On trouve pas ailleurs, ça. Voilà, c'est clair. ça c'est clair. On a beaucoup parlé de l'AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste. Je précise donc qu'il y a un site internet qui est très bien fait. D'abord, c'est le www.aivi.org. Il y aura un congrès international, ce sera le 3 octobre prochain. Dans un moment, le thème ce sera être parent après l'inceste. Une association, c'est vraiment un outil précieux pour ça. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire de la prévention? C'est la question que je voulais vous poser à propos de l'inceste. À partir du moment déjà où on informe sur l'inceste, on fait de la prévention. Ensuite, nous on en fait aussi au niveau des politiques, dont militent, et on essaie de les sensibiliser. Et là, il y a encore du chemin à faire. Oui, mais on a réussi. Par exemple, on a une expo itinérante qui se promène en France et où viennent des scolaires, qui est animée par nous. On a une ville qui a distribué des livrets d'information à tous les habitants de la ville. Mais il faut aussi que les médias parlent des dangers, c'est-à-dire dont les victimes ne sont pas forcément conscientes. C'est par exemple la répétition de l'inceste transgénérationnel, et on va en parler pendant ce congrès d'octobre prochain parce que ça me semble très très important. C'est qu'un agresseur va s'en prendre à sa fille ou à son fils, puis généralement il va pas s'arrêter là, il va continuer sur son petit-fils ou sa petite-fille. Et ça, si on soigne les victimes de façon précoce, on évite ce genre de répétition. On termine avec les idées reçues et vos questions posées sur www.vivrefm.com, rubrique émission et Vivre FM. C'est vous d'abord une idée reçue. Les agresseurs sont toujours des hommes. Pas toujours, non. Il y a à peu près 8% de femmes. Alors Yves nous demande, lui, si l'inceste est plus grave que la pédophilie. Et d'ailleurs, on mélange souvent un peu les mots. Je dirais oui, il est plus grave. Parce que un enfant victime d'un pédophile, je préfère dire pédocriminel moi, mais va pouvoir compter sur sa famille en général pour être aidé, alors qu'une victime d'inceste, lui, va être rejeté par sa famille. Enfin, elle va être rejetée par sa famille. Donc en ce sens, c'est plus difficile. Oui. Les personnes abusées peuvent devenir à leur tour abuseuses. Alors, il n'y a aucune étude au niveau mondial suffisamment et méthodologiquement fiable pour le prouver. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils le sont plus que les non-victimes. On va aussi en parler lors du congrès. On va faire venir ceux qu'on a trouvés les plus fiables sur le sujet, des Américains, qui vont nous parler de leur étude là-dessus. Et enfin, Marie nous dit on ne se remet jamais vraiment d'un inceste. Est-ce qu'on s'en remet et est-ce que vous en êtes remise? Je pense qu'elle a raison. On s'en remet jamais vraiment. On apprend à vivre avec. Moi, je me dis que voilà, on m'a coupé les 2 jambes. J'ai appris à marcher avec des prothèses, mais j'aurai plus jamais mes 2 jambes. Voilà, c'est ça. Faut pas que je rêve, quoi. C'est-à-dire, je fais ma vie avec ce handicap qui par exemple aujourd'hui me plie en 2 parce que j'ai le dos cassé et voilà, et je sais que ça vient de ma tête, et qui m'empêche de travailler, qui a beaucoup de répercussions encore sur ma vie, mais je fais avec. Voilà, j'ai pas le choix. La première fois j'avais 6 ans, c'est le titre de votre livre paru chez O Éditions. Merci beaucoup Isabelle Aubry. Merci de votre accueil.